Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la diversification de l'activité de formation en tant qu'organisme certifié Calliope. Il concerne surtout les managers d'organismes ou en devenir certifiés Calliope. Donc, nous sommes ensemble pour un peu moins d'1 heure aujourd'hui. Nous avons prévu de faire un second webinaire dans la foulée. Donc, c'est la première fois qu'on se tente sur l'exercice. On a une actualité importante sur la partie décret liée à Calliope. Donc, on fera cette annonce juste après. Donc, pour le moment, on va se dédier du coup uniquement sur le sujet de l'extension de la certification Calliope. Alors, pour présenter quelques gestes succès en lien avec la réussite du webinaire, donc 4 gestes. Le premier est de couper votre micro et téléphone pour assurer une concentration optimale. Éviter de recevoir des notifications ou des sonneries pendant le webinaire vous aidera à être plus concentré. Le deuxième geste concerne l'utilisation de l'outil chat. Vous avez aussi une deuxième fenêtre, donc là, ça rejoint le troisième outil qui concerne les questions. Utilisez d'un côté donc le chat pour interagir avec nous. Je vois que vous avez déjà commencé à le faire en nous souhaitant bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. J'espère que vous êtes installés confortablement. Et donc, cette deuxième fenêtre de questions à privilégier lorsque vous avez une interrogation par rapport à un contenu qu'on va vous présenter. D'ailleurs, par rapport à cet onglet questions, sachez que vous avez la possibilité de voter pour là où les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, de notre côté, on sait qu'il y a une attente particulière et on priorisera la réponse. Et enfin, le focus, donc ça c'est le quatrième geste, focus à avoir sur la voix des intervenants, mais aussi le support de présentation pour vous garantir une compréhension optimale. Alors, par rapport à ces gestes-là, je vous invite à me confirmer que de votre côté, tout est bon de votre côté, en utilisant le chat, en me répondant à la question: «Est-ce que la qualité du son et de l'image est bonne?» Pour que je puisse savoir ce qu'il en est. Alors, je vois que vous êtes nombreux à écrire. Ah, peut-être que la réponse est déjà arrivée d'ailleurs. Oui, merci. Merci à vous. Donc, je vois que tout est en ordre de votre côté, même parfait pour certains participants. Merci pour votre réponse. Et je vous informe aussi d'un autre élément qui n'est pas présent à l'écran. Alors, j'ai pu voir qu'il y a certains participants qui ont la possibilité d'activer leur son ou leur caméra. Merci de ne pas le faire. Je pense que c'est un problème du coup de paramétrage qu'on a eu de notre côté. Le risque après, c'est qu'on ne s'entende plus. Peut-être qu'on fera monter quelqu'un sur scène pour poser une question, mais en tout cas, jusqu'à la fin du webinaire, je vous invite à laisser les deux coupés pour qu'on puisse intervenir uniquement de notre côté. Donc, par rapport à l'intervention, je vous présente aussi Garel, qui va se présenter. D'ailleurs, Garel, bonjour. Quel est ton parcours chez ICPF? Alors, bonjour Thomas, content d'être là avec vous tous. Bonjour à tous aussi. Alors, mon parcours chez ICPF, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis à ICPF en tant qu'auditeur avec largement plus de 150 audits réalisés, près de 200 sur toutes les catégories d'actions, avec différents types d'organismes de formation, que ce soit des indépendants ou des très grosses structures. Donc, j'espère passer un bon webinaire avec vous tous. Merci Garel. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication au sein de ICPF depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, votre animateur pour cette thématique. Mon objectif est de vous offrir une compréhension optimale du sujet de l'extension, de l'adaptation de la certification Calliope pour diversifier votre activité et vous aussi, vous donner la parole pour répondre à vos questions. Donc, le plan de la présentation se divise en 5 parties que vous avez sous les yeux. Donc, présentation de ICPF dans un premier temps. Ensuite, deuxième partie, quelles sont les étapes qui s'offrent à vous une fois que vous avez obtenu la certification Calliope. Troisième point, quelles sont les typologies de projets qu'on peut rencontrer en tant qu'organisme de formation certifié Calliope en fonction des catégories d'action. Le quatrième point, c'est qu'est-ce qu'une adaptation? Qu'est-ce qu'une extension de certification Calliope? Comment faire? Et enfin, dernière partie, questions-réponses.
Donc, on pourra terminer le webinaire, je pense, aux alentours de 14h58 pour qu'on ait le temps de faire la transition sur l'autre thématique. Donc, un peu moins d'une heure qu'on passera ensemble sur ce sujet de la certification. Je commence donc par la première partie, présentation de ICPF, surtout pour les participants qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Donc, ICPF, l'organisme certificateur leader dans le secteur de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous nous différencions dans le secteur autour de 5 valeurs. La première valeur, c'est les démarches en ligne qui sont possibles au travers de la plateforme Noé. Deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, nous existons depuis plus de 30 ans. C'est une force aujourd'hui. La plupart des salariés de CPF ont une expérience en formation, y compris côté auditeur, ce qui facilite la communication, la compréhension de vos enjeux. Le troisième point, c'est la proximité territoriale, avec notamment la possibilité d'avoir un auditeur proche de chez vous, à 90 minutes de votre site. Donc, Garel en fait partie. Lui est plutôt positionné sur la région Île-de-France. Mais vous retrouvez aussi des auditeurs partout, dans les régions et aussi dans les territoires d'outre-mer. Le quatrième point, c'est le service client que vous avez notamment sur la plateforme Noé et sur le site internet. Et enfin, le réseau, donc réseau que vous formez aujourd'hui, un réseau de 8000 certifiés, en tout cas pour les personnes qui sont déjà certifiées chez ICPF et que vous pouvez solliciter dans le cadre d'événements comme celui-ci, événements digital ou encore événements physiques, des rencontres qu'on organise plusieurs fois par an. Alors, je vois une question de la part de Marline. Est-il possible d'ajouter une collègue? Alors, je sais que vous avez la possibilité de partager le lien de l'événement à votre collègue. Après, étant donné qu'il a déjà commencé, j'ai un doute sur le fait qu'elle puisse le rejoindre en cours de route. En tout cas, bon, ce sera possible de le tester dès maintenant. Donc, au-delà de ces axes de différenciation que peut avoir ICPF, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on resitue votre activité dans le cadre de la certification Calliope au travers de cette escalier à la qualité. Donc, c'est un schéma qu'on représente à chaque webinaire. Cet escalier, il va surtout prendre davantage de sens et de rythme avec l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Donc ça, c'est une marche qui est la première de cet escalier, être reconnue par le ministère du Travail auprès de la préfecture de votre région. Une fois ce numéro obtenu, vous pouvez obtenir la certification Calliope. Donc j'imagine que c'est sur cette marche que vous êtes le plus aujourd'hui, étant donné que vous vous intéressez à l'extension de la certification. Donc cette marche permet surtout l'accès au financement auprès de différents financeurs et surtout la reconnaissance de la qualité de votre activité de formation. Toujours sur le financement, vous avez la possibilité d'étendre ce financement jusqu'au CPF, dans certains cas avec la certification Calliope uniquement. Et ensuite, une fois que vous avez atteint ces 3 premières marches, vous pouvez vous projeter vers une différenciation, un développement, soit en tant que personne physique avec la certification ICPF Pro, ou alors toujours en tant qu'organisme avec une certification ISO 9001 ou 21001. Alors, vous avez un premier sondage qui vous a été partagé pour un peu nous permettre de vous situer aujourd'hui sur cet escalier, savoir les informations qui vous intéresseraient le plus. Je vous invite à y répondre. Le sondage est disponible en bas à droite de votre écran. Donc, il y a déjà une première partie des participants qui a répondu. Donc, pour y accéder, vous cliquez sur le raccourci sondage qui est en bas à droite de l'écran, ou si vous ne l'avez pas, vous devez certainement cliquer sur le raccourci apps, donc ces 3 petits points, et ensuite, dans cette fenêtre, vous avez l'accès au sondage. Alors, nous voyons avec Garel les résultats évoluer au fur et à mesure. On voit que vous êtes en majorité sur la marche de la certification Calliope à hauteur de 60%, et ensuite 30% sur la marche du CPF.
et après une minorité de participants qui en est encore à la marche de l'obtention du NDA à hauteur de 5%. Peut-être un commentaire, Gareth, sur ces premiers résultats de sondage. Déjà, sur ces premiers résultats, on voit qu'on s'adresse au bon public qui est intéressé par le fait de pouvoir développer son activité professionnelle à travers cette certification Calliope. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la partie engagement et obtention du numéro de NDA, puisque ça leur permettra de pouvoir bien préparer cet engagement dans la certification Calliope et de voir quelles sont leurs possibilités ensuite pour vite faire du chiffre d'affaires. Il y a des participants qui veulent prendre de l'avance déjà sur ce qui est possible de faire en formation professionnelle. Ils ont raison. On passe dès maintenant à la partie 2. En tant qu'organisme certifié Calliope, quels sont les points de repère que vous pouvez avoir? Les premiers que vous avez concernent les volumes de catégories d'actions certifiées. Aujourd'hui, sur la certification Calliope, il y a une majorité d'organismes qui ont fait le passage de cette marche sur une seule catégorie d'action, en l'occurrence l'action de formation. C'est le type de catégorie qui est le plus représenté aujourd'hui. Et on en a 3 autres qui sont à présenter comme des potentiels de développement, puisqu'elles sont moins représentées aujourd'hui sur le marché, à savoir les bilans de compétences. Donc, c'est environ 10% des organismes certifiés. Pour ce qui est de la VAE, c'est 5% seulement. Et après, pour les actions de formation par apprentissage, donc là, on va parler des CFA, on est à 10% de cet écosystème. Donc là, déjà, quand on voit ces quelques chiffres, ce qui peut être intéressant de se dire, c'est vers quelle catégorie je pourrais être amené à m'orienter en fonction du volume d'organismes déjà présents. Donc là, ce serait plutôt en l'occurrence soit vers du bilan de compétences, soit vers de la VAE ou après du CFA, mais qui reste le second type de catégorie qui est le plus présent aujourd'hui dans le secteur. Donc, avec cet aperçu qu'on peut avoir déjà sur le paysage de la formation professionnelle, sur quelle catégorie souhaitez-vous étendre votre périmètre? Vous avez un second sondage qui a été partagé. Donc, on va vous laisser un peu plus de temps pour y répondre. On reviendra sur les résultats un peu plus tard. Et je vais laisser d'ailleurs Garel nous présenter quelques aspects alors qui était plutôt de l'actualité il y a encore quelques mois, voire un peu plus. Mais aujourd'hui, pour un organisme qui réfléchit à se positionner sur d'autres catégories, qu'est-ce qui peut l'intéresser en termes de réforme, en termes de financement, quand on parle de VAE, de bilan de compétences ou encore de CFA? Alors, effectivement, on a aujourd'hui ces 3 catégories qui sont recherchées, notamment sur la VAE. En début d'année, dès la fin d'année dernière, ce début d'année, il y a eu beaucoup de réformes et beaucoup de fonds qui ont été engagés par l'État pour que la VAE devienne de plus en plus accessible, notamment avec la plateforme France VAE qui a été mise en place. Donc, cette catégorie d'actions de formation, elle est peu représentée sur le marché, comme ça a été dit juste avant, et ça peut se rajouter à une certification qui est déjà sur de la formation ou encore sur des actions de formation par apprentissage, permettre de développer et aussi de garder une clientèle, parce que parfois, il y a des organismes qui échangent avec nous et qui font le début du travail et ensuite ils orientent vers d'autres. Donc là, c'est l'occasion de ne pas orienter vers un autre organisme, mais d'accompagner jusqu'au bout ces clients finalement pour pouvoir réaliser les prestations. Et sur le bilan de compétences, il est toujours dans le périmètre de la certification Calliope. Il y a eu un moment de crainte avec est-ce que ce sera retiré ou non, mais il est toujours là dans le périmètre. On audite encore des organismes qui font le bilan de compétences. Donc, il y a encore du marché qui est à apprendre sur le bilan de compétences. Et, tu parles du CPF, il me semble, Garel, quand tu parles de ça? Pour le bilan de compétences, oui, qu'il était question de le retirer des financements CPF, mais finalement, il est resté en termes de financement de compétences. Donc, il y a encore un potentiel de marché exploitable dessus. Et c'est possible d'aller à ce niveau-là pour accompagner les clients. On audite encore des organismes en ce sens. Et ensuite, devenir CFA, l'aide à l'embauche est toujours maintenue. C'est une catégorie d'action qui a des exigences qui sont un peu plus élevées que les autres, mais c'est possible de pouvoir développer son activité sur le CFA, surtout si on dispense des formations qui sont certifiantes sans être CFA.
En tout cas, de ce que je comprends, c'est surtout le point de départ, c'est le client. Oui. Qu'est-ce qu'il va rechercher comme prestation complémentaire? Et si l'organisme n'est pas en mesure de lui proposer, c'est là où un projet d'extension peut prendre du sens pour développer la capacité de l'organisme à répondre aux besoins du client. Effectivement, il y a le client au milieu, et là, je vais m'appuyer sur du cas concret observé en audit. Il y a parfois la région ou la zone géographique qui fait qu'il n'y a pas forcément des organismes à proximité qui proposent des autres prestations, et on a des organismes qui se retrouvent seuls, et donc ils font des extensions pour pouvoir absorber cette demande qui est là sur un territoire donné. Après, on a aussi, et c'est plus souvent le cas, des organismes de formation qui préparent beaucoup de leurs stagiaires pour passer des certifications, mais qui ne sont qu'organismes de formation et qui sont limités dans ce qu'ils peuvent faire en termes d'accompagnement, parce qu'ils ne peuvent que former. Ils ne peuvent pas mettre en place de l'alternance ou de pouvoir donner quelque chose qui soit de meilleure qualité. Et c'est là qu'une réflexion peut se faire pour l'organisme de faire une extension, puisque s'il y a déjà de la clientèle, ça veut dire qu'ensuite, le réseau est là et c'est plus facile de pouvoir augmenter par rapport aux formations que l'on dispense. Et sur le bilan de compétences, les demandes, c'est souvent qu'il y a, par exemple, des accompagnateurs VAE ou des organismes de formation qui rencontrent des clients qui sont en pleine reconversion professionnelle et qui en ont besoin, et ils ne le dispensent pas. Donc là, ils se retrouvent à devoir orienter ce client vers un autre. Oui, je comprends. C'est peut-être des cas qu'on va revoir d'ailleurs Oui. dans cette partie du webinaire. On va aborder la dimension typologie de projet. Aujourd'hui, donc, ce qui peut être ressenti dans les situations de l'organisme pour aller plus loin au travers de l'activité de formation. Dans un premier temps, ça va être de chercher un accès au CPF. Souvent, le CPF est perçu comme un objectif de financement important, puisque le marché est plus large. On a des particuliers qui sont présents, puisque tout le monde cotise sur son compte CPF tous les mois. Le deuxième point, ça va être de répondre à de nouveaux besoins clients. Ça, c'est ce que tu évoquais, Garel, avec des clients qui vont aller rechercher d'autres types de prestations pour approfondir leur montée en compétences. Oui. Le troisième point, ça va être de se différencier des concurrents, parce que tout le monde fait déjà un peu la même chose dans un même secteur. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à créer de la valeur et remporter finalement davantage soit des appels d'offres ou alors des commandes individuelles? Ça, c'est l'un des enjeux. Et le quatrième point, c'est de diversifier ses financements. Donc, on a parlé du CPF, mais ça peut être aussi d'autres aspects que l'extension peut permettre. On va voir comment ces projets sont possibles. Sur ce que tu nous disais, Garel, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut voir ici. Qu'est-ce qui peut déclencher la réflexion aujourd'hui chez un formateur, chez un organisme, pour avoir un projet d'extension? Mais ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, Mm. en fait, et les cas sont très bien résumés. C'est soit de la différenciation, parce que le marché est déjà saturé sur un secteur géographique donné, où il y a beaucoup d'organismes de formation, mais qui ne proposent pas forcément toutes les catégories, et donc ça permet de fidéliser une clientèle, et puis aussi de se faire connaître sur ce marché-là, dans ce nouveau domaine. Ou un autre cas qui est intéressant, c'est le cas numéro 2, vos clients vous adressent de nouveaux besoins, mais votre offre et votre périmètre de certification ne permettent pas encore d'y répondre. Et ça, c'est souvent ce qui déclenche le besoin d'extension, bien avant l'envie de développer du chiffre d'affaires. C'est le fait qu'on se retrouve sur un marché, et je pense aux organismes qui interviennent en entreprise. Et dans l'entreprise, souvent, il y a un besoin soit de validation des acquis de l'expérience, parce qu'il y a des personnes en poste depuis des années et qui ont besoin d'être accompagnées dans de la VAE. Et là, l'organisme se retrouve à proposer que des prestations de formation. Donc, c'est du chiffre d'affaires de perdu. Mm. Et aussi, parfois, dans une prestation, le client demande: est-ce que vous faites du bilan de compétences? Puisqu'en entreprise, il y en a qui ont des besoins et qui font cette demande-là et qui peuvent mobiliser des financements. Et donc, ils se disent: ah ben, mon offre n'est pas assez diversifiée. Et c'est ensuite que la réflexion va sur le chiffre d'affaires, où parfois, on peut voir qu'il y a, en troisième point, des sous-traitants qui arrivent dans différents organismes de formation et qui peuvent avoir des demandes en direct des clients
sur d'autres types de prestations et qui ne peuvent pas les faire. Et là aussi, ça entraîne et ça déclenche une demande d'extension de certification pour répondre aux besoins identifiés lors d'une prestation qui n'était pas initialement sur cette catégorie-là. J'avais aussi eu des retours de certifiés. Alors, ce n'est pas un type de projet qu'on peut avoir ici, en tout cas sur la réflexion, mais certains organismes qui sont présents depuis plusieurs dizaines d'années vont rechercher comme un second souffle pour développer l'activité. Et donc là, développer une nouvelle catégorie va être perçu comme étant une recherche de nouvelles dynamiques dans l'activité, au-delà de ces 4 points qu'on a pu voir là. Oui, et pour le cas des organismes de formation qui sont là depuis un certain nombre d'années, c'est aussi un gage d'expertise qu'ils développent et ça augmente la fidélisation de leurs clients. Oui. Alors, une fois que l'organisme a identifié une catégorie qu'il souhaite développer, donc là, on peut faire le lien après avec les résultats du sondage. Donc, vous êtes 42% des participants à vouloir étendre votre activité à la partie action de formation, 31% sur la VAE et 23% sur le bilan de compétences. Je vois aussi qu'il y a 5% sur l'activité CFA, donc qui est en minorité. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas mis en avant cette démarche de comment faire pour créer l'organisme de formation. On a surtout abordé le fait de devenir prestataire de VAE et sur le CFA et bilan de compétences. Donc, on va surtout voir ces points-là. Mais en tant qu'organisme de formation, si je souhaite développer une nouvelle activité, comment je fais sur le plan administratif? Alors, déjà, sur le plan administratif, selon l'activité vers laquelle on va s'orienter, comme on le voit là, soit pour de la VAE, le bilan de compétences ou les centres de formation, avant tout, c'est de la veille. Déjà, de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse dispenser ces formations. Puisqu'on peut trouver le public, on peut trouver des clients. Et maintenant, est-ce que nous, on est armés, équipés, est-ce qu'on a les compétences? Donc, pour la partie VAE, avec la réforme avec France VAE, ça a énormément simplifié l'accès à cette catégorie. Aujourd'hui, il faut être formé en tant qu'architecte accompagnateur et inscrit sur la plateforme France VAE. Et après, c'est le bénéficiaire qui va rechercher son accompagnateur. Et les exigences ont évolué. Donc, ça appelle déjà une veille pour savoir ce qui est attendu pour pouvoir être éligible et ensuite de pouvoir le commencer. Pour le bilan de compétences, et ça, je l'ai vu parfois, il y a des demandes où les clients veulent ajouter la catégorie, mais ne sont pas prêts parce qu'ils oublient et ou ne savent pas qu'il y a une habilitation pour dispenser des bilans de compétences et qu'on le vérifie en audit. On vérifie que les personnes qui dispensent ces bilans de compétences sont habilitées à lire les tests psychotechniques qui sont faits, en fait, psychologiques aussi, parce que dans cette catégorie, il y a cette expertise à avoir. Et ça, c'est important de le savoir. Sinon, on ne peut pas être certifié, on ne peut pas se lancer dessus, puisque c'est cadré. Et Oui, c'est donc ce réglementé. n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire. Il faut vraiment démontrer qu'en interne, il y a une expertise qui permet de réaliser ce nouveau type de prestation. Exactement. Cette expertise doit être démontrée, elle doit être vue, elle doit être en adéquation avec les prestations, puisque sinon, on va s'exposer à un refus de certification. Ou plutôt un retard dans la certification, parce qu'on a le temps aussi de monter en compétences dessus, de se former, pour pouvoir ensuite prétendre à une extension. Donc, il faut ces prérequis-là de bien savoir ce qu'il faut. Et pour les CFA, ça va passer par obtenir le code UAI. L'avantage, c'est que lorsqu'on est déjà organisme de formation certifié, on n'a pas besoin de passer par la case d'attente du certificat Calliope. On peut directement faire la démarche auprès des services de l'État. Une fois le code UAI obtenu, on peut tout mettre en place pour pouvoir faire cette extension. Alors, on a 2 questions qui ont été posées par Lionel Oui. sur l'activité de bilan de compétences. Donc, une première question: les bilans de compétences peuvent-ils être financés par des OPCO au même titre que des actions de formation? Alors, les bilans de compétences ne sont pas financés par les OPCO normalement. Il y a le financement par le CPF et de mémoire, je crois que ça peut être, si on est dans une entreprise et qu'on a un plan de reconversion ou autre, ça peut être pris en charge par l'entreprise pour pouvoir passer le bilan de compétences, mais les OPCO n'interviennent pas à ce niveau-là.
Oui, une autre question, toujours de Lionel. Existe-t-il une liste de ce qui peut être considéré comme habilitation pour réaliser des bilans de compétences? Alors, une liste dans le référentiel, dans sa version actuelle, il y a des exemples de preuves qui sont donnés. Après, nous, quand on évalue lors de l'audit, on va regarder tout ce qui est comme compétences reconnues, c'est-à-dire attestation de formation ou éventuellement diplômes qui ont été délivrés et qui vont dans le sens du bilan de compétences. C'est souvent, il y a plusieurs exemples que ouais, je ne peux pas trop donner là maintenant puisque je suis soumis quand même à l'interdiction de faire du conseil. Mais c'est pour être assez direct dessus, c'est tout ce qui va démontrer que vous êtes en mesure de lire un test qui aura été réalisé sur des grilles qui sont assez psychotechniques. Et si, admettons, j'ai une habilitation pour ouvrir des boîtiers électriques, je ne suis pas en adéquation avec le fait de faire des tests psychotechniques et de faire du bilan de Mmh. compétences. Merci Gareth pour ces réponses. Donc on va maintenant passer sur l'aspect pratique donc, de l'adaptation et de l'extension, puisqu'il y a aussi un volet technique que pourra nous présenter Gareth, faire la différence. Donc, le sondage a été posé déjà un peu plus tôt, donc sur savoir sur quoi vous souhaitez étendre votre certification. On a pu obtenir par pourcentage, donc c'était plutôt sur le volet action de formation, VAE et bilan de compétences. Au vu tout de même des pourcentages, j'ai un doute si la question a été bien comprise et que vous n'étiez pas en train de répondre sur les catégories éventuellement sur lesquelles vous êtes déjà certifié. Puisque quand on regarde les pourcentages aujourd'hui, on a surtout une majorité d'organismes de formation donc qui pratiquent déjà l'action de formation, où je me demande si les résultats sont ceux qui étaient escomptés. En tout cas, à partir de ce qu'on a pu vous présenter, vous avez identifié des opportunités pour le développement d'activité et maintenant, on va vous parler donc de comment faire pour y arriver. Donc, avant la partie parcours, si on peut l'appeler comme ça, il faut faire comprendre déjà ce qu'est une adaptation et une extension de certification, Garel. Donc, pour commencer avec l'adaptation, qu'est-ce que c'est? Une adaptation de certification, c'est quand il y a une modification sur le certificat. Par exemple, on a déménagé l'organisme de formation et là, il y aura une nouvelle adresse au nouveau SIRET, parfois quand on change de département ou autre. Donc là, ça appelle une adaptation du certificat puisqu'il faut que les informations sur le certificat correspondent à l'organisme de formation. Donc, s'il y a un changement d'adresse ou autre, là, il faut que ce soit fait sur le certificat et donc on fait une demande d'adaptation, ce qui peut se faire lorsqu'on est certifié chez ICPF via Noé. Le faire directement et c'est très rapidement mis en place. Donc là, il y a trois cas que vient d'évoquer Garel. En cas de changement d'adresse, en cas de changement de sirène ou en cas de changement de NDA. Donc en effet, c'est quelque chose qui peut se produire. Donc si c'est votre cas, en tout cas, je vous invite à vérifier si les informations de votre certificat sont à jour, puisque c'est une action assez simple qui peut parfois vous emmener dans des situations problématiques. Si un certificat n'est pas à jour, qu'un financeur le vérifie et qu'il va avoir un écart entre l'annuaire des entreprises et le certificat, il va se dire qu'il y a un problème et donc ne pas vous accorder une demande de financement. Donc, ce serait tout de même dommage d'en arriver là. Donc, assurez-vous que les informations sont à jour. Et c'est aussi une non-conformité majeure sur le jour de l'audit. Voilà. Donc, double intérêt de vérifier l'information. Je vous invite à le faire lorsque vous aurez le certificat sous les yeux. Et de l'autre côté, Gareth, on a l'extension de certification, donc qui est un sujet qui va nous demander plus d'informations. Qu'est-ce que c'est l'extension de certificat? Alors, une extension de certification, donc c'est quand on demande une catégorie qu'on ne mettait pas en œuvre avant. Donc, ça veut dire que je fais des actions de formation et je ne mets pas encore en œuvre du bilan de compétences ou de la VAE. Donc, à partir de là, je vais devoir faire une demande d'extension parce que je veux le faire, parce que j'en ai réalisé un et je dois étendre parce qu'il y a une demande de prise en charge, de financement par rapport à ça. Donc, pour étendre ce périmètre de la certification sur d'autres catégories ou aussi sur d'autres sites. Si on est, et j'ai eu le cas, j'ai échangé avec un de nos certifiés hier encore, qui pour son audit de surveillance,
voulait rajouter un site et n'était pas informé que voilà, ça devient un audit, ça devient un multisite. Et là, si on est multisite, on doit repasser par un audit initial pour faire une demande d'extension de certification afin que l'autre site soit intégré à la certification. Et donc, c'est possible à tout moment du cycle de certification, après la première émission du certificat, et ça donnera lieu ensuite à une mise à jour du certificat, incluant soit la nouvelle catégorie demandée ou le nouveau site qui rentre dans le périmètre de cette certification. Donc, en effet, une extension, ce n'est pas seulement au travers des catégories, comme on vient de le voir, ça peut être aussi des sites, donc en fonction de vos projets ou aussi d'ouverture de nouveaux locaux et qui seraient compris au périmètre. Je vous invite à vous assurer que le certificat soit à jour, en tout cas corresponde à ce que vous voulez intégrer au périmètre. À savoir d'ailleurs que pour ce qui relève d'une extension de site, c'est plutôt une démarche qui est obligatoire puisque tous les sites de votre organisme doivent être compris dans le périmètre du certificat. Contrairement à une extension de catégorie où là, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez mettre dedans. Donc, pour l'extension de catégorie, quelles sont les informations supplémentaires que l'on peut donner, Garel? Sur une extension de catégorie, déjà, il faut avoir un certificat qui est en cours de validité. Il ne faut pas avoir été suspendu ou archivé. Il faut que le certificat soit en cours de validité. Et ensuite, il faut qu'on passe par un audit initial sur cette nouvelle catégorie. Ça passe obligatoirement par un audit et la durée de cet audit est calculée selon la catégorie qui est demandée et aussi le chiffre d'affaires. Parce que si on fait une extension de catégorie sur un CFA alors qu'on est organisme de formation, l'audit durera à minima 1 jour et demi. Et ce n'est pas la même chose si on fait une demande sur la VAE. Donc, du coup, ce sont des éléments qui sont regardés. Alors, les prérequis sont les mêmes par rapport à un audit initial. Donc, il faut avoir mis en œuvre une action en lien avec la catégorie demandée. Ça, c'est obligatoire, c'est un prérequis. S'il n'y a pas de mise en œuvre, on ne peut pas faire d'extension. Parfois, il y a cet amalgame. Il y en a qui disent « Ah, mais j'aimerais rajouter aujourd'hui à l'audit de surveillance la VAE, j'envisage de le faire. » Il faut avoir mis en œuvre. Si on n'a pas mis en œuvre, on ne peut pas faire un audit d'extension et ça ne peut pas se faire en même temps que l'audit de surveillance, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, la date de fin de validité du certificat Calliope ne sera pas prolongée. On va repartir sur un nouveau cycle avec cette nouvelle catégorie. Et après, en cas de refus, il n'y a aucune conséquence sur le périmètre qui est déjà certifié. Ça, c'est important. On peut venir et on peut se dire « je veux la VAE » et on n'est pas prêt. S'il y a un refus, on ne va pas perdre pour autant la certification sur action de formation. On va la maintenir et on va pouvoir revenir en étant bien préparé pour pouvoir mettre en œuvre une fois qu'on a suivi ce webinaire, par exemple. Oui, donc pas d'impact sur la certification initiale. Le certificat reste en place. Il reste en place avec toujours les mêmes délais et il n'y a pas un impact particulier. Alors, on va prendre quelques questions qui sont arrivées, notamment une de Katia. Si on obtient une habilitation pour le bilan de compétences, faut-il être CPF pour les proposer aux clients? Alors, quand on obtient une habilitation, en fait, ce n'est pas une habilitation en ce sens pour délivrer du bilan de compétences. Il faut démontrer qu'on a les compétences pour faire passer des bilans de compétences. En fait. Il n'y a pas quelque part un organisme qui va dire « je vous donne une habilitation pour faire du bilan de compétences ». On doit démontrer qu'on a les compétences, qu'on a ces compétences pour pouvoir le faire. C'est pour bien différencier le tout. Et ensuite, par rapport au CPF, il faut déjà être certifié Calliope pour que être certifié Calliope et pour que le CPF soit mobilisable, il faut que le stagiaire, le futur client puisse vous retrouver sur cette plateforme EDOF qui dit que vous dispensez des formations qui sont pour le bilan de compétences, pour qu'il y ait cette prise en charge. En dehors de ça, il ne sera pas possible de pouvoir mobiliser ainsi le CPF. Oui. On avait réalisé il y a au moins un an et demi, un webinaire avec l'organisme Garance et moi, donc qui était un organisme qui réalise du bilan de compétences financé sur le CPF. Et donc, on avait fait ce webinaire pour faire comprendre comment déjà faire l'extension, puis ensuite faire les démarches pour être référencé sur le CPF. Donc, je vous invite à retrouver cette thématique
en replay sur notre chaîne YouTube. Et puis, en fonction des attentes que vous pouvez avoir, on serait peut-être amené à refaire cette même thématique pour redévelopper sur ce sujet. En tout cas, merci Garel pour la réponse. Et on va en prendre une autre question posée par Cécile. Alors oui, Lionel, le nom de l'organisme est Garance et moi, qui fait de mémoire uniquement du bilan de compétences. Je crois que c'est dans les parcours de reconversion spécialisés chez les femmes, si vous souhaitez vous renseigner sur le sujet. Donc la question de Cécile, est-ce que si je reste dans le même domaine, mais que je veux développer de nouvelles formations avec de nouveaux contenus, je dois faire une extension? Alors, je relis aussi pour bien comprendre. Donc, on reste dans le même domaine, mais il y a une offre de formation supplémentaire qui veut être proposée à ses clients, si j'ai bien compris. Oui, je comprends la même chose. Voilà, donc si c'est bien de ça dont il s'agit, il n'y a pas besoin de faire une extension puisqu'on n'est pas sur une nouvelle catégorie. Sauf si ces formations, sauf si ces accompagnements, ça rentre dans les nouvelles catégories. Mais si c'est juste que vous restez dans votre domaine et vous élargissez votre offre, il n'y a pas besoin de faire une extension. Merci Garel. Alors on reprend au niveau de la partie extension. Du point de vue de l'audit, on va profiter de tes lumières d'auditeur Garel. Si un organisme réalise une extension sur une catégorie A ou B, quel est l'impact en termes d'indicateurs audités par rapport à l'audit qui va se faire? Alors, quand on reprend le référentiel dans sa version actuelle, on a des catégories qui sont des catégories communes à toutes les catégories d'action de formation. On a des indicateurs communs plutôt, et on a également des indicateurs spécifiques. Donc, si jusqu'à présent, on était un organisme qui délivrait des formations et on était certifié que sur de l'action de formation, il y a des indicateurs qui ne nous concernaient pas. Mais si on fait une extension sur, on va dire, la formation par apprentissage, donc on devient CFA, il y a des indicateurs qui vont donc nous concerner, il faudra se préparer dessus. Entre action de formation et action de formation par apprentissage, il y a notamment des indicateurs qui sont spécifiques au CFA qui vont apparaître, tels que les indicateurs 14, 15, indicateurs 20, indicateurs 29, 28, qui sont spécifiques CFA, qui vont se rajouter au jour de l'audit. Et là, il y a des attentes qui sont différentes et qui sont vraiment en lien aussi avec le Code du travail par rapport au CFA notamment. Et donc, il faut bien prendre conscience de cela lorsqu'on va passer en audit. Et sur la VAE, il y a aussi des attentes spécifiques. Sur le bilan de compétences, on reste généralement sur les indicateurs communs par rapport au bilan de compétences. Donc, si on l'ajoute au périmètre de notre certification, il aura quelques obligations spécifiques, dont le fait d'avoir les habilitations pour délivrer et lire les tests qui sont faits en bilan de compétences. En dehors de ça, voilà, ce sont ces différences qu'il y a sur la lecture en audit. Et est-ce qu'un organisme peut demander une extension sur plusieurs catégories dans un même audit, ou il faut que ce soit une catégorie à la fois? Alors, on peut demander, quand on fait la demande, on peut demander plusieurs catégories. Ok. Ça, on peut être action de formation et demander VAE, bilan de compétences, action de formation par apprentissage, et on calculera la durée et on fera l'audit. Ça, il ne faut pas le faire, enfin, si vous voulez, vous pouvez le faire aussi quand vous êtes prêt, mais... Chacun son projet. Voilà, après. c'est selon le projet, mais on peut demander plusieurs à la fois. On n'est pas limité au fait de demander qu'une seule et puis attendre après. Ok. Et concernant la partie périmètre, enfin extension par rapport à des sites, il me semble que tu l'avais abordé tout à l'heure. Oui. Quelles sont les différentes situations dans lesquelles l'organisme peut être amené à demander une extension sur un site, ou plusieurs même? Alors, à savoir que dans le référentiel, un site est défini comme un lieu de présence permanente de personnel. Oui, ça fait partie d'ailleurs d'une question qui a été posée par Oui, Laurence. donc j'en Voilà. profite pour répondre. Je savais qu'on allait venir dessus. Donc, comme c'est écrit, c'est un lieu de présence permanente de personnel de l'organisme et de réalisation des activités de l'organisme. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Il faut qu'il y ait les deux. Si c'est juste une partie administrative, il n'y a pas de déroulement d'action de formation, c'est pas considéré comme étant un site selon le référentiel. Il faut qu'il y ait la présence permanente de personnel et de la réalisation d'actions de formation. Et donc, étendre la certification à d'autres sites, ça rentre dans le cadre, au moment où, aujourd'hui, mon activité se développe
Et il y a des opportunités. Moi, je suis basé ici à Paris. Et ensuite, j'ai des opportunités dans le bassin bordelais, par exemple. Alors, plutôt que de faire les allers-retours, au bout d'un moment, je vais ouvrir un centre qui sera sur Bordeaux avec présence permanente de personnel où les actions de formation pourront être réalisées puisque ce sera mieux pour ma clientèle. À partir de là, il faut faire une extension de certification pour que ces formations soient bien prises en charge par les divers financements. Ça, c'est important. Si on ne le fait pas, ces formations ne peuvent pas être prises en charge puisqu'elles seront en dehors du périmètre de la certification. Donc, il n'y aura pas de prise en charge par les OPCO ni les financeurs. C'est important à savoir parce qu'il y en a qui ne le savent pas et qui pensent qu'ils découvrent trop tard. qui le découvrent trop tard ou qui le découvrent comme ça en cours. Et c'est important de savoir que ajouter un nouveau site tel qu'il est défini entraîne un audit d'extension, une extension de certification. Donc, il y a différentes situations. Il y a l'organisme monosite qui devient multisite, l'organisme multisite qui rajoute un ou plusieurs sites encore à son périmètre, ou après encore l'organisme qui est mono ou multisite, mais qui veut aussi étendre le périmètre à l'étranger. Ça aussi, c'est possible. On a d'ailleurs quelques certifiés qui ont une partie de leur activité qui se fait à l'étranger, notamment dans des pays francophones comme la Belgique ou la Suisse. Donc là, pareil, l'extension est nécessaire. Donc on passe donc sur la situation du monosite. Je pense qu'on a déjà quand même donné quelques informations. Qu'est-ce qu'il est important de rappeler quand on est dans cette situation d'aller développer l'activité de l'organisme sur des nouveaux sites alors qu'on avait été jusqu'ici uniquement sur un seul? Ce qui va changer, c'est que déjà, il faudra repasser par un audit initial, ça c'est important. Et il faudra démontrer au jour de cet audit initial qu'il existe une fonction centrale. C'est la grande différence entre un monosite et un multisite. Et là, l'audit sera réalisé sur la fonction centrale et sur les sites échantillonnés. Donc, il y a un calcul qui se fait pour savoir quels sites seront échantillonnés et seront audités. Mais pour les monosites, le gros du travail se trouve vraiment dans la mise en place d'une fonction centrale, puisque ça n'existe pas qu'on ait un organisme de formation simple. Et il faut bien lire la réglementation à ce niveau. Et une fois qu'on a réalisé cet audit, à l'issue de l'audit, on a un nouveau certificat qui est émis et qui sera multisite et il y aura toutes les adresses des sites sur ce certificat-là. On a aussi donc la situation de l'organisme qui est déjà multisite, mais qui va rajouter encore au périmètre. Comment ça se passe? Alors, sur un organisme qui est multisite, qui va rajouter un nouveau site, et parenthèse rapide, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'on m'avait salué, c'était un organisme que j'avais... Marc-Étienne, il me semble. Voilà, Marc-Étienne Giffard, donc j'ai bien vu, et je vous salue aussi Marc-Étienne, et c'était justement un audit de surveillance et d'extension, puisqu'il a rajouté un site, et dans ce cas-là, quand ils étaient déjà multisites, ils ont rajouté un site, donc on a fait l'audit d'extension pour rajouter un multisite. Alors, tous les sites, l'échantillonnage sera effectué sur le ou les sites concernés, et aussi sur la fonction centrale. Elle est toujours auditée durant l'audit multisite. Ensuite, cet organisme multisite, il est couvert par un seul système qualité. C'est vraiment ce qui est important de voir. À savoir que si il y a une non-conformité durant l'audit multisite, ça concerne l'ensemble des sites. Il y a une mise en œuvre d'actions correctives pour l'ensemble des sites. Donc ça, c'est important. Et lorsqu'on est déjà multisite et qu'on fait une extension, la date de fin de validité du certificat ne change pas, elle ne sera pas prolongée. On aura juste rajouté ce site qui va rentrer ou intégrer le cycle Calliope déjà en cours et la durée d'audit est d'une demi-journée par nouveau site. Et dans la situation que tu prenais en exemple, ça peut être la question d'ailleurs de certains certifiés, est-ce qu'il vaut mieux faire l'extension, puis la surveillance, ou voire même un renouvellement, ou plutôt commencer par le maintien au renouvellement du certificat et de faire l'extension par la suite? Alors, je vais m'appuyer sur l'exemple tout à l'heure avec l'organisme de Marc-Étienne. Donc, ils ont fait, d'abord, on a fait la surveillance avant, et ensuite, on a fait l'audit d'extension pour le nouveau site. Donc, on a passé pratiquement 5 jours ensemble, je pense, donc, sur l'audit. Donc, aujourd'hui, je connais relativement bien leur système qualité. Donc, ils ont fait la surveillance avant, et après, ils ont fait l'extension. Comme ça, en termes de gestion, c'est simple. Pour la partie, quand c'est l'audit de renouvellement, en ce sens, de faire l'audit de renouvellement avant et de faire après l'extension, de faire l'extension avant et le renouvellement. En général, en termes de charge de travail, on préfère faire le renouvellement avant et ensuite on rajoute un
un nouveau site au Ouais. périmètre et après on repart sur le site de Calliope. C'est plus simple en termes de gestion administrative surtout. Ok, bon, c'est bon à savoir. Ouais. Il nous reste à voir la partie site à l'étranger, puisque au niveau de la réglementation, il est possible de le faire depuis 2023. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette extension de site? Alors, site à l'étranger, il faut bien comprendre qu'il s'agit de former. Donc, on est organisme basé en France. On a des activités à l'étranger. On va former des salariés qui sont sous le régime français aussi, puisque on ne peut pas être un organisme en France et puis il n'y aura pas une prise en charge sur des salariés qui ne rentrent pas dans ce régime par rapport à la loi. Ça, c'est important. Parce que souvent, on a des questions en ce sens. Et une fois qu'on doit rajouter un site qui est à l'étranger, l'audit peut se faire à distance. Déjà, ça, c'est important de le savoir. Et une fois que ça va se passer comme pour un multisite, on fait cet audit d'extension. Ensuite, la durée d'audit reste toujours d'une demi-journée par site avec encore la fonction centrale qui est auditée. Et on pourra rajouter ce site au périmètre de la certification. Donc, les salariés français de cette entreprise qui vont se former sur ce site à l'étranger, leurs formations seront bien prises en charge parce qu'il y aura eu cet audit d'extension. Sans cela, ça ne sera pas possible. Donc, ça reste réservé aux salariés d'une entreprise qui voudrait assurer la montée en compétence de l'équipe. Voilà. Et c'est basé à l'étranger, donc du coup, ça réduit le coût pour eux et ils préfèrent le faire directement là. Alors, on arrive à la fin du webinaire, notamment sur la partie budget. Donc, combien cela représente en termes d'investissement pour effectuer une extension ou adaptation de certificat. Donc là, on est plutôt sur un aperçu pour l'extension de la certification. Cela revient au coût d'un audit initial. Donc, un audit initial, c'est une journée d'audit minimum. Une extension, c'est pareil, puisqu'on repart sur un nouvel audit, que ce soit pour du bilan de compétences CFA, VE ou action de formation, c'est le minimum. Et comme le disait Garel, dans certains cas, en fonction de la catégorie qui est visée, en fonction du nombre de sites ou en fonction du chiffre d'affaires, ça peut aller au-delà. Et donc, pour ça, vous devrez effectuer votre demande sur la plateforme Noé. Donc, dans ce coût, on retrouve le coût de l'audit, donc là, par rapport à la durée qui est de 995 €, plus les frais techniques qui sont liés aux frais de dossier, plus émission du certificat. Vous avez, en plus de ça, des options que vous pouvez solliciter liées à la préparation, notamment l'option élaboration si vous ne l'avez pas déjà utilisée dans votre cycle de certification. D'autres options de planification pour obtenir une date rapidement, la planification urgente, l'assurance report si vous souhaitez bénéficier de la possibilité de replanifier sans surcoût la date demandée. Alors le pré-audit par contre ne figure pas sur la prestation possible puisque le pré-audit est possible uniquement pour un audit initial sur un premier audit tout simplement. Donc pour l'extension, ce n'est pas possible. Les frais de déplacement de l'auditeur, donc qui vont dépendre de la localisation. Et pour la pré-certification, donc ça c'est un système que vous connaissez déjà puisque vous êtes en majorité certifié Calliope, c'est le pass annuel qui permet de financer la planification et la réalisation de l'audit de surveillance et de l'audit de renouvellement en tant que certifié Calliope chez ICPF. Pour ce qui est d'un autre côté de l'adaptation de certificats, donc là c'est une information qu'on n'a pas sur la slide. Je vous la repréciserai, enfin, je vous reconfirmerai ça lors des questions et des réponses. C'est à partir de 150 € l'adaptation. Donc c'est un élément qui va être traité très rapidement. Ça peut être fait dans la journée, puisque vous avez à saisir dans un formulaire sur Noé l'information que vous souhaitez mettre à jour dans le certificat, donc soit l'adresse, soit le NDA, soit le SIREN, ou peut-être même les 3 informations. Et de notre côté, donc, on pourra effectuer l'opération assez rapidement dans la journée. On va passer à la suite sur comment faire. Donc, si vous avez de votre côté une extension ou une adaptation de certificat à réaliser, votre point de départ, c'est la plateforme Noé. Donc, je vous invite à vous connecter directement sur votre espace.
Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez donc sur votre tableau de bord et vous avez d'afficher votre certificat Calliope. Vous cliquez dessus. Ensuite, une fois arrivé dessus, vous serez basculé sur l'onglet Certificat et vous retrouvez 3 actions possibles à faire en bas de l'écran et je vous invite à cliquer sur celui qui correspond à l'adaptation du périmètre du certificat. Et une fois que vous cliquez sur ce bouton, vous aurez donc un formulaire de proposé dans lequel vous renseignez soit la modification d'informations relatives au certificat, soit l'ajout d'un site, enfin un ou plusieurs sites, ou une ou plusieurs catégories d'actions. Donc, on arrive à la conclusion, Garel, en 3 points sur le sujet de l'extension et de l'adaptation. Que peut-on retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire une adaptation, une extension, c'est à tout moment du cycle. Donc, concernant l'adaptation, une fois qu'on a modifié ce qu'on a vu précédemment, différents éléments, de faire rapidement cette demande d'adaptation, surtout si on a un audit à venir pour éviter une non-conformité et surtout une perte potentielle de marché parce que notre certificat ne correspondrait pas à notre nouvelle adresse, par exemple. Mmh. Ça, et on a vu les modalités pour pouvoir le réaliser. Pour l'audit d'extension, il peut se faire à tout moment du cycle, effectivement, avant ou après, audit de surveillance, audit de renouvellement. Il permet de renouveler cette offre de formation, de pouvoir trouver de nouveaux clients et de nouvelles sources de financement, accéder notamment au CPF, et ensuite les demandes de certification pour vous qui êtes certifié chez nous ICPF, elle s'effectue depuis Noé et vous pouvez demander à avoir cet audit initial soit d'extension ou demander l'adaptation directement et ce sera très rapidement traité. Merci Garel pour cette conclusion en 3 points. Compris. Nous passons dès maintenant aux questions. Donc, on va tâcher d'être efficace puisqu'on a 5 minutes au chrono avant de passer à la thématique suivante. D'ailleurs, thématique du décret Calliope qui peut avoir un impact, enfin qui a un impact sur vos projets d'extension. Alors, pas d'adaptation, mais d'extension, puisque on va l'aborder du coup dans dans 10 minutes. Le décret implique des modifications sur les indicateurs du référentiel à partir du 1er novembre 2026. Donc, si vous souhaitez concrétiser un projet d'extension cette année, la recommandation, ce serait quand même plutôt de le faire avant cette date du 1er novembre, parce que si vous mettez en place cette extension après, sera appliquée la version 10 du référentiel sur lequel il y a des adaptations prévues sur toutes les catégories d'actions. Et donc, si vous faites ce travail avant, vous en serez toujours à la version 9. Et donc, pour vous, le travail sera quand même plus simple sans avoir à vous adapter à ces nouveaux critères, indicateurs et exigences. Alors, au niveau des questions, je vois qu'il y en avait une qui avait été posée par Danista, qui avait été poussée par Lionel. Alors, la question de Danista est: puis-je saisir l'opportunité d'un audit de recertification pour faire une extension durant le même audit? Alors, la question première serait qu'est-ce que l'audit de recertification? S'il s'agit de l'audit de renouvellement à ce niveau, donc l'opportunité, donc il faudra planifier l'audit de renouvellement. Et si l'extension porte sur une extension de catégorie, il faudra replanifier, il faudra planifier une autre date pour un audit d'extension, de certification, si c'est sur une autre catégorie. Si c'est un ajout de site, c'est pareil. Après, ce que vous pouvez faire, c'est, je vais prendre un exemple, pour le 15, je planifie mon audit de renouvellement et je planifie pour le 16 l'audit d'extension. Comme ça, sur 2 jours, ça peut se faire avec le même auditeur et ça peut être dans une continuité, ce qui facilite grandement en fait la préparation à ce niveau. Mais on ne peut pas le faire en même temps sur le même audit. C'est pas possible de le faire. On a dans le message qu'a laissé Lionel, puisqu'il voulait aussi avoir une réponse, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il est possible de faire une économie d'échelle si on rapproche ces 2 audits. Donc, je pense qu'il s'agit bien du renouvellement plus de l'extension. Est-ce que ça peut avoir un impact, du coup, sur la proposition en termes de coût? En termes de coût, on part sur c'est le coût d'un audit initial, un audit d'extension de catégorie. Donc, ce coût sera attaché à l'audit de renouvellement. Et chez nous, l'audit de renouvellement, on a déjà ce principe du pass annuel qui fait qu'il est approvisionné. Donc,
ça va s'intégrer et le coût sera celui surtout de l'audit d'extension. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle, puisque de toute façon, on est sur des journées distinctes. Oui. Mais par contre, ça peut permettre une meilleure logistique, puisqu'on va voir l'auditeur à des dates rapprochées, même peut-être le lendemain, idéalement. Voilà. Donc, ça quand même m'est plus déjà simple. arrivé à plusieurs reprises, des extensions où les organismes ont demandé à avoir, dans la foulée de leur audit de renouvellement de surveillance, l'audit d'extension, et comme ça, ils étaient déjà, pour ceux qui ont passé des audits, on reste dans l'état d'esprit, on n'a pas besoin de se replonger dessus et de repartir encore. Là, on est dans la foulée d'un audit et on remontre les éléments de preuve. Question de Angèle Marie. Je suis l'OF commun à 2 départements. Nous utilisons pour nos formations les différents sites pour des formations à destination des publics et de ces 2 entités publiques. Alors, je ne vois pas de question ici. C'était peut-être une remarque par rapport à une information qu'on avait donnée. On va passer. Mais là, on n'est pas sur. Si la question porte sur le multisite, on n'est pas dans un cas de multisite de ce que je lis. Ok. Question de Nina. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée des prix de vente d'un bilan de compétences et de VAE? Moi, je n'ai pas d'informations. En revanche, je sais qu'il y a tout de même des. Alors, je ne sais plus si c'est par décret ou autre, mais une réglementation qui est passée sur un plafond sur la vente de bilan de compétences. Donc, c'est plafonné, mais par contre, en termes de moyenne, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Et moi non plus, ça dépend vraiment des prestations proposées. Et on parle souvent d'heures d'accompagnement, donc ça dépend vraiment de ce que l'organisme veut proposer comme prestation. On va prendre une dernière question. Alors, Angèle Marie a reprécisé par rapport à la question qu'on avait vue. Donc oui, merci. C'est par rapport au multisite, savoir si nous devons faire une extension dans ce contexte. Alors, dans le contexte, je n'ai pas tous les éléments, mais de ce que je comprends, c'est qu'ils sont l'OF unique de département, oui, et qu'ils vont faire sur différents sites des 2 entités publiques. De ce que je comprends, c'est que l'organisme se déplace dans les locaux des entités publiques. Donc, à partir du moment où l'organisme de formation se déplace, ce n'est pas un multisite. Le multisite, c'est si jamais vous réalisiez des formations dans 2 sites qui vous appartiennent ou que vous louez, peu importe, et vous avez une présence permanente de personnel et vous y réalisez des actions de formation. Ça, c'est important. Il faut ces 2 éléments-là pour dire que l'on parle de site. En dehors de cela, il ne s'agit pas de site à proprement parler par rapport à la réglementation pour la réalisation des actions de formation, en fait, dans le cadre du multisite. Merci Garel pour la réponse. Donc on va mettre un terme à la présentation pour pouvoir passer sur l'autre thématique sur laquelle on va peut-être vous retrouver. D'ailleurs, si vous étiez inscrit sur l'autre, vous avez le lien d'accès qui vous a été partagé par Alice dans le chat. Donc avant de mettre un terme à celle-ci, je vous présente les coordonnées à solliciter si vous avez un projet d'extension à nous présenter. Donc 01 82 133 56 40 auprès de Christophe, Anya ou Maria. Et ensuite, quelques rappels sur la partie suite. Donc, vous allez recevoir un questionnaire dans quelques instants qui va vous renvoyer vers quelques questions à répondre sur la qualité du webinaire et aussi l'accès à 2 éléments, le replay ainsi que le support présentation. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous, que vous avez pu obtenir vos réponses et je vous souhaite soit un bon second webinaire si vous êtes toujours avec nous ou alors une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.